Et le cadre institutionnel permettant la mise en œuvre du plan Sénégal émergent comprend un comité d'orientation stratégique placé sous l'autorité du président de la République. C'est pourquoi vous voyez toujours au Conseil des ministres siéger le ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent. Placé sous l'autorité du président de la République, un autre comité existe, c'est un comité de pilotage présidé par le Premier ministre, un bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent qu'on appelle BOSS, dirigé par un directeur général ainsi que des structures d'exécution. Et c'est ça qui fait le fort du plan Sénégal émergent, parce que son pilotage se fait au plus haut niveau de l'État, ce qui fait que toutes les instructions qui sont données sont relativement suivies. Et à chaque conseil des ministres, les conseils des ministres durent maintenant très longtemps, de 10h à quasiment 17h à 18h, c'est parce que tous les dossiers y sont épulchés et le ministre en charge du plan Sénégal émergent fait un rapport hebdomadaire sur l'état d'exécution donc de ce plan qui reste notre référentiel unique de mise en œuvre des politiques publiques. Les principaux facteurs de risque pour la réussite du PSE concernent l'instabilité institutionnelle. On est en train de la vaincre. Les résistances au changement, le programme de modernisation de l'administration en est une illustration. La faible appropriation, la faible mobilisation des ressources budgétaires, l'absence de ressources humaines requises pour conduire les réformes et les projets, les retards dans la mise en œuvre des réformes sur l'environnement des affaires et la modernisation de l'administration publique, les dépenses sociales imprévues, les aléas climatiques, inondations, sécheresses, la capacité d'absorption limitée des ressources, ainsi qu'un suivi-évaluation insuffisant. Combinant l'effort interne de mobilisation des ressources, puisque notre budget, nos recettes augmentent d'environ 10% par an. C'est pour dire qu'on a fait d'importants efforts de mobilisation des ressources internes. L'appui des partenaires techniques et financiers, de 2000 à 2012, c'est 3 789 milliards de conventions de financement qui ont été conclues en 12 ans. En 10 ans, de 2012 à 2022, c'est 14 581 milliards de francs CFA qui ont été conclus. Donc c'est quasiment 4 fois plus de financements qui ont été conclus. Et on verra les réalisations physiques, concrètes sur le terrain de ces financements qui ont été mobilisés. Et hier, lors des questions d'actualité, un honorable député, à une question que j'ai répondu, m'a taquiné en disant bas milliards, parce que les milliards, justement, du fait que je parle toujours du budget, donc effectivement, on m'appelle maintenant bas milliards, c'est un sobriquet que j'aime bien à l'Assemblée nationale, étant entendu que quand on faisait notre stage à Dimbou, dans le département de Keur Massar, M. Abdourahmane Niang, aménagiste, m'appelait Baflouz. On ne savait pas que demain, je serai ministre des Finances et du Budget. C'est un promotionnaire qui a fait l'aménagement du territoire et qui a fait après l'école de cadastre de Toulouse et qui est inspecteur du cadastre et qui sert au niveau de la direction générale des impôts et des domaines. À côté, il y a les douaniers, des commandants de douane, M. Nia et autres. Il y a le président de l'amicale des douanes, M. Khan, mon chef de cabinet qui est diplomate, M. Konaté, M. Lamine Khan, qui m'a accueilli au bureau primaire en 92, qui était le chef du bureau primaire quand j'étais chargé de programme. Eux tous sont là, et pour la plupart, Bamba Diop, je l'ai présenté tout à l'heure, c'est le directeur général de la planification au ministère de l'économie. Ils sont tous là, donc, pour effectivement venir soutenir les étudiants de l'école supérieure d'économie appliquée. En définitive, le plan Sénégal émergent devenu le cadre référentiel, je l'ai dit tantôt, de la politique économique et sociale de notre pays, ambitionne de réaliser à travers
la transformation structurelle de l'économie, une forte croissance inclusive et durable pour le bien-être des populations, en concentrant nos efforts sur les 6 secteurs clés du volet public du plan Sénégal émergent. Comme je l'ai dit tantôt, dans la budgétisation des ressources publiques, nous ne faisons qu'appliquer ce qui a été retenu dans le cadre du plan Sénégal émergent. 80% des ressources publiques sont affectées aux 6 secteurs prioritaires de l'économie nationale. Infrastructures et services de transport, infrastructures et services énergétiques, agriculture, éducation, formation, santé, protection sociale, hydraulique et assainissement. Voilà les 6 secteurs clés qui englobent 80% des ressources budgétisées, des ressources publiques budgétisées au Sénégal depuis l'avènement du plan Sénégal émergent. La mise en œuvre du PSE a produit des résultats remarquables dans ces secteurs prioritaires, dont je vous citerai quelques-uns à titre d'illustration. Ainsi, dans le secteur de l'énergie, consacré comme une priorité et comme un fondement de l'émergence, pour mettre à la disposition des ménages et des unités de production une énergie fiable et à moindre coût, sur la période 2018-2022, on a mobilisé quasiment 730 milliards. Au plan de la production, parce que parler des milliards c'est bien, mais ces milliards ont permis quoi? La mise en service d'une puissance électrique installée de 1650 MW. Au moment où on avait 573 MW quand on faisait le plan Sénégal émergent en 2011-2012, et on avait 911 heures de coupure. C'est l'équivalent d'un Sénégal dans le noir pendant 38 jours. Tout le Sénégal dans le noir pendant 38 jours. Parce que simplement, la puissance électrique installée était de l'ordre de 573 MW. Et avec ces 1650 MW, dont 31% d'énergie renouvelable. Énergie renouvelable, je vais vous parler du solaire, de l'éolien et de l'hydroélectricité. L'hydroélectricité, c'est très intéressant parce que, c'est vrai, en l'Assemblée nationale, on me disait, non, mais M. Ba, vous avez parlé des barrages de Diama et de Manantali. Comment on peut encore continuer à payer des dettes qui ont été contractées sous le régime de Abdou Diouf? C'est le terme que l'honorable député avait utilisé. Je lui avais cité effectivement ces barrages de Diama et de Manantali qui ont été négociés en 87 et qu'on continuera à payer jusqu'en 2037. Parce que simplement, ça a été négocié sur une période, effectivement, pour 50 ans. Et c'est utile pour le développement du pays. Et que donc, c'est dans notre encours de la dette actuelle. Mais c'est utile pour le développement du pays. C'est ça qui me permettait de dire qu'effectivement, l'hydroélectricité était importante et que l'endettement transcendait les régimes politiques. Donc, c'est des avancées qui sont imputables aux efforts de modernisation et d'entretien de l'outil de production d'électricité. Pour d'autres secteurs, dans le domaine vraiment de l'exploitation du pétrole et du gaz, comme on est dans le secteur de l'énergie, la production du pétrole et du gaz pour les projets Sangomar et GTA devrait démarrer et engendrer des recettes pétrolières et gazières qui devraient passer dès la première année de production de 3% à plus de 15% des recettes totales du pays. En ce qui concerne les infrastructures et services de transport, parce que je l'ai dit, il fallait régler la question vitale de l'énergie. C'était le premier poste, c'est un fondement de l'émergence. Le deuxième poste, c'est la mise en place des infrastructures. Et pour les infrastructures et services de transport, le Sénégal est en plein chantier, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Les travaux routiers sont visibles. De 2012 à 2021, d'importants projets ont contribué à l'amélioration de la circulation des personnes et des biens.
Les réalisations peuvent être résumées comme suit. En linéaire de route revêtue, on a fait 2526 km de route. Je ne tâcherai pas de faire des comparaisons. Retenons ceci. La moyenne annuelle de kilomètres de route faite avant a été multipliée par 4. C'est ce qui fait qu'on est arrivé à réaliser 2526 km de route. En termes de kilomètres d'autoroute, de 60 à 2012, le pays n'en avait que 32 km. On en a fait 189 sur la période du plan Sénégal émergent. En nombre de ponts, étant planificateur, j'ai toujours, depuis que je suis rentré dans l'administration, consigné les réalisations des différents plans. C'est pourquoi je suis à l'aise pour pouvoir donner des chiffres comparatifs. En termes de ponts, sur la période, on en a fait 20, alors que sur la période antérieure, les 10 ans auparavant, on en a fait 11. Le linéaire de piste, on est à 8796 km. C'est l'équivalent de 511 km de piste par an. Comme je dis, toujours, on en fait 4 fois plus. C'est ce qui explique la différence dans le financement. 3789 milliards mobilisés en 10 ans, en 12 ans, et 14 500 milliards mobilisés en 10 ans. Voilà un peu les résultats de les réalisations physiques traduites en termes financiers. Toutes ces routes construites ou réhabilitées permettent de relier le Sénégal aux pays frontaliers avec des gains de temps importants, mais également en toute sécurité. Ces réalisations donc portent sur ces linéaires de route et à côté, on a le Promoville et le Puma qui réalisent aussi des routes. Le Sénégal dispose d'importantes potentialités économiques qui contribuent à l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Quand j'ai terminé avec les infrastructures et services énergétiques, les infrastructures et services de transport, il faut aborder l'agriculture. Ce sont des productions records qui ont été enregistrées et qui permettent de couvrir nos besoins en céréales à hauteur de 93% et en riz à hauteur de 63%. Effectivement, il y a des efforts encore importants à faire au niveau du secteur de l'agriculture pour atteindre effectivement l'objectif de souveraineté alimentaire. À la suite de l'agriculture, il y a l'élevage. Là également, il y a eu des bons importants qui ont été faits. Il suffit de regarder la balance des paiements du Sénégal pour voir qu'effectivement, la production annuelle laitière a augmenté compte tenu de la baisse de nos importations de lait. Je ne vais pas revenir sur les chiffres, c'est disponible. Au niveau de la pêche également, il y a eu des exportations qui ont eu une valeur de près de 250 milliards de francs CFA. Il y a eu des réalisations importantes, mais là, on a beaucoup plus privilégié l'aquaculture, où les productions sont passées, tenez-vous bien, de 371 tonnes à 1374 tonnes, parce que c'est une option majeure du plan Sénégal émergent. En matière d'hydraulique, l'accès à l'eau pour tous a été atteint quasiment en milieu urbain. On est à 98,8%, tandis qu'en milieu rural, c'est vrai, il reste encore 3,5 points pour atteindre l'accès universel. On est à 96,5. L'assainissement également, on a fait des bons importants pour l'assainissement urbain, 11 points. Pour l'assainissement rural, on a fait des bons de 16,4 points. Donc, c'est vraiment des bons qui ont été importants dans l'hydraulique et l'assainissement. Pour l'éducation et la formation, également, les réalisations ont porté sur la construction de salles de classe. Je pense que effectivement, c'est un secteur très important. On a beaucoup construit de salles de classe et même on a un important programme d'abri provisoire qui est en train d'être mis en œuvre. Il n'en demeure pas moins qu'il va falloir encore poursuivre les efforts dans le cadre du plan d'action prioritaire dans sa phase 3. Dans le secteur de la santé, je pense que les nouveaux hôpitaux qui sont construits, on peut en dénombrer 9, les centres de santé 18, les postes de santé 300 et les centres de dialyse. Actuellement, nous en sommes à 21 centres
de dialyse. Mais tout ça, c'est très important, mais il faut un visage humain du développement. Et c'est les marqueurs sociaux qui ont été mis en œuvre et qui ont permis effectivement d'atteindre des résultats remarquables dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Et ces marqueurs sociaux sont au nombre de 6. C'est tout d'abord le programme national des bourses de sécurité familiale. Vous êtes familiarisé avec. C'est 2, la couverture maladie universelle. Vous êtes familiarisé avec. C'est 3, le développement, l'ADER, l'entrepreneuriat rapide. Vous êtes familiarisé à ça. C'est 4, c'est le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC. Mais quand on parle de PUDC, pourquoi c'est un marqueur social important? Parce que ça comporte 4 volets qui impactent directement les populations au niveau rural. C'est toujours le volet allègement des travaux des femmes, c'est le volet piste, c'est également le volet électricité. Et si vous regardez, si vous avez le PUDC, vous avez le Promoville, son pendant au niveau des villes, avec seulement 3 volets. Le volet assainissement, le volet éclairage public et le volet voirie urbaine. Après le PUDC, c'est le PUMA, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, qui est encore l'autre marqueur social. Et ce sont ces marqueurs sociaux qui ont rythmé la mise en œuvre du plan Sénégal émergent aussi dans ces différentes phases, ce qui permet d'avoir des résultats importants dans l'axe 2. Et on y ajoute les 2 dernières années, le programme Xëyu Ndaw ñi pour un montant de 450 milliards à raison de 150 milliards par an pendant 3 ans. La dernière année, c'est 2023. Je pense que hier, vous avez suivi à l'Assemblée nationale les résultats qui ont été déclinés par mon collègue en charge de la jeunesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, chers étudiants, du bilan de la planification et l'exemple du plan Sénégal émergent? On peut résumer ça en 5 points. Le premier élément, c'est véritablement une croissance économique saine, génératrice de moins d'inflation, excepté ces dernières années, compte tenu de l'inflation importée à la suite de la crise de la Covid et à la suite aussi de la crise ukrainienne, russo-ukrainienne. Aussi avec des déficits budgétaires. Quand je parle de croissance économique saine, les professeurs d'université ici présents peuvent en témoigner, avec des déficits budgétaires relativement maîtrisés, parce qu'on arrive à financer les déficits budgétaires. On avait déjà convergé quasiment quand on faisait le projet de loi de finances 2020, où le déficit budgétaire était de l'ordre de 3%. C'est à la suite de la Covid que c'est remonté à 6,1%. Et nous sommes en train progressivement de réduire ce déficit budgétaire à la faveur de la mobilisation des recettes internes. L'école supérieure d'économie appliquée. J'associe à ces remerciements tout le corps professoral, à vous, chers apprenants de l'école supérieure d'économie appliquée. Je voudrais vous dire que malgré les difficultés liées à la mise en œuvre des plans de développement économique complexes, comme le PSE, il n'y a pas lieu de délaisser la planification et de s'abandonner à la fatalité. Bien au contraire, c'est dans un monde devenu complexe et imprévisible que le besoin de planification est le plus impératif. Car, comme le dit un adage, il est plus sûr pour qui veut arriver à bon port de marcher patiemment dans l'obscurité, torche à la main, que de courir vite dans la lumière sans savoir où l'on va. Merci beaucoup, cher ami Ibrahima Hadj, pour ce beau portrait que vous avez fait de ma modeste personne. Je vous remercie de votre aimable attention.
sans, avant de terminer, de vous rassurer par rapport à certains points qui sont ressortis. Je félicite le représentant des étudiants qui a fait un beau discours et je peux vous assurer que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour que le taux des sortants de l'ESEA, le taux d'insertion des sortants de l'ESEA, je ne connais pas le taux actuel. En tant que planificateur, nous devons prévoir à ce que ce taux d'insertion soit égal. Taux d'insertion soit égal au moins à 100%. Relativement à la vétusté des bâtiments, ben oui, un programme de réhabilitation des bâtiments sera planifié sur la période triennale 2024-2026 avec un paquet sur 2024, année exécutoire de l'avant-budget consolidé d'investissement. Le directeur général du budget ici présent, M. Maguette Niang, et le directeur de la programmation budgétaire, M. Cheikh Diba, tous sortis de l'ESEA, ont pris bonne note pour soumettre à mon arbitrage ce programme que je soumettrai en rapport avec mon collègue de l'enseignement supérieur à M. le Président de la République. Et je sais, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, qui vient de publier, qui vient de signer le décret portant donc création, organisation et fonctionnement de l'École supérieure d'économie appliquée, suivra effectivement notre arbitrage. La sécurisation de l'assiette foncière de l'ESEA, c'est dire tellement tous les discours qui ont été faits ici, j'ai noté minutieusement toutes les requêtes qui ont été formulées et ayant en charge les domaines, je n'ai pas d'excuse pour assurer une sécurisation de l'assiette foncière de l'ESEA. Je suis un passionné de planification, mais étant de Nioro du Saloum, vous comprenez pourquoi. Voilà, il me fallait des mouchoirs pour pouvoir... Donc j'ai grandi sous le soleil. Voilà, je vous remercie de votre aimable attention. Ça a été un plaisir de venir ici, effectivement, échanger avec vous sur ce thème. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie.